on a réussi à faire des banques de données avec l'aide de l'armée pour pouvoir mieux analyser les résultats de chaque centre et pouvoir voir un petit peu quel est le résultat du niveau israélien qui est bon par rapport au reste du monde. Bonjour. Bonjour, Mouadim Simcha. Voilà, alors on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que vous êtes au cœur de l'actualité. On ne sait plus trop à quel sens se vouer. On avait envie de faire un petit peu le point sur la dangerosité du virus ce matin avec vous. Eh bien, comme évidemment tout le monde le sait, nous sommes vraiment au summum de l'épidémie en Israël. Probablement, il y a une tendance à la diminution, mais on aimerait bien voir un peu plus loin qu'est-ce qui va se passer dans la mesure où on n'a pas encore eu les conséquences du début des fêtes de Tishri. Et probablement, il va y avoir encore une accentuation des malades graves. Ça ne se traduit pas forcément par le nombre de malades qui sont positifs, mais comme vous le savez, il y a un délai d'environ 10-15 jours entre le moment où les gens sont infectés et le moment où ils s'aggravent. La situation est donc inquiétante dans la mesure où nous avons plus de malades, nous avons plus de malades graves et nous avons plus de malades plus jeunes. Donc, probablement, redoubler de prudence, faites bien attention dans ces fêtes, à ne pas vous réunir, à bien considérer les précautions d'usage, à ne pas faire d'écart en pensant que tout va aller bien, parce que le virus est encore avec nous et qu'il faut bien faire attention et probablement il va rester avec nous assez longtemps. Donc, ces précautions sont vraiment de mise et elles sont importantes pour comprendre que le danger est toujours là et personne n'est au-delà de la contamination. Donc, nous avons plus de malades, nous avons ouvert notre structure dans un parking qui est globalement pour nous plus spacieux. C'est paradoxal, mais nous sommes dans un espace qui est plus amical pour nous en tant que réanimateurs, puisque nous étions un peu plus confinés dans un service de médecine qui n'était pas adapté exactement à nos besoins. Les malades sont plus graves, ils sont beaucoup plus atteints d'atteinte de défaillance multiviscérale. Et parce que nous sommes un hôpital qui fait beaucoup de transplantations, nous avons beaucoup de transplantés qui sont atteints. Et le fait qu'ils soient tellement immunodéprimés fait que leur capacité à combattre la maladie est diminuée. Donc, ce sont des malades sérieux, des malades compliqués, des malades qui souvent demandent des soins bien au-delà de ce qui est écrit dans les livres et qui, aujourd'hui, on a déjà des livres et des papiers qui disent qu'en général, les malades restent 10-12 jours en réanimation. Chez nous, ils peuvent rester 20 jours. On a des malades là, il y en a un malade qui va sortir après 45 jours de circulation extracorporelle et ECMO, on appelle ça. Maintenant, je pense que tous ces termes, vous les connaissez de mieux en mieux. Donc, globalement, la situation reste inquiétante. On n'a pas fini de voir des malades arriver. On en reçoit tous les jours. Et on n'est pas encore au summum de la vague. Mais probablement, dans 10-15 jours, on va ressentir la diminution qui existe dans la population générale. Alors, vous avez parlé de malades de plus en plus jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et est-ce qu'ils sont touchés avec la même violence par le virus ? Et il y a des malades reportés dans le pays qui ont 20 ans, qui sont touchés de manière assez sérieuse. Souvent, c'est uniquement le système respiratoire qui est atteint. Mais parfois, il y a des défaillances multiviscérales. Il y a aussi un danger d'atteinte cardiovasculaire. On a vu ça chez les enfants aussi. Mais indéniablement, il y en a beaucoup moins qui soient jeunes par rapport aux personnes plus âgées. Mais qu'est-ce que c'est âgé ? Vous savez que la moyenne d'âge en Israël arrive à 85 ans de survie. Probablement, les malades âgés sont pas en réanimation, on ne voit pas tellement de malades qui ont 80 ans ou 90 ans. Mais on a des malades qui ont 60 ans, 70 ans, même parfois 50 ans. Nos transplantés ont parfois 45 ans, 50 ans.
mais ils ont effectivement des risques qui sont sérieux. Mais pas tous les malades que nous acceptons ont des facteurs de risque considérables. Il y en a qui ont fumé, il y en a qui ont des maladies respiratoires, il y en a qui ont un diabète. Mais beaucoup de gens dans la population ont ces maladies et vivent très bien. Donc, si vous voulez, on a un concept qui a été très accepté dans la population qui dit « Ah, il a des maladies associées, c'est normal qu'il aille mal ». Dans des situations normales et pas Covid, ces malades iraient bien. Et même s'ils avaient des maladies plus graves qui s'ajoutaient à leurs maladies chroniques, ils n'iraient pas aussi mal. Le virus en soi détériore énormément la condition générale. Alors, évidemment, on a envie de vous poser des questions par rapport à votre spécialité. Est-ce que vous avez mis en place peut-être des nouvelles techniques, ne serait-ce que la façon d'être couché dans le lit, ne serait-ce que les soins apportés en réanimation? Est-ce que vous avez pu avancer là-dessus pour essayer de soulager au maximum les patients? Oui, on a beaucoup fait de progrès, à mon avis, par rapport à toute l'histoire de cette maladie. On a appris beaucoup de choses. On a appris qu'il y avait des choses qui étaient plus utiles, il y avait des choses qui étaient inutiles. Et donc, on a fait beaucoup de ménage dans notre arsenal thérapeutique. Et en conséquence, on utilise beaucoup plus, mais ça, probablement, vous le savez aussi, on utilise des positions sur le ventre, même quand les gens sont conscients. D'eux-mêmes, ils se mettent sur le ventre parce que la respiration est améliorée, l'oxygénation est améliorée de manière significative. Et les gens restent comme ça sur le ventre 12 heures, 13 heures, même plus, se retournent spontanément, s'alimentent un peu et font leur toilette et continuent. Donc ça, c'est un gros progrès dans la mesure où ça évite dans beaucoup de cas la ventilation artificielle et beaucoup de souffrance. On a appris aussi qu'il ne fallait pas trop attendre avec la ventilation. Pendant la première vague, on a ventilé très tôt, puis on a attendu le plus longtemps possible, avec beaucoup de succès, mais pas complètement. Et donc, on est en train de déterminer les malades qui nécessitent une ventilation, bien qu'on ait la sensation que peut-être ils y arriveraient sans. Et avec un groupe de big data, on a développé des algorithmes qui nous aident à décider. Donc ça, c'est des progrès israéliens et des compagnies qui nous aident beaucoup en analysant toutes les datas qu'on a accumulées et qui nous supportent dans nos décisions. Et vraiment une valeur ajoutée très, très importante. Du point de vue médication, on est appauvri parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui se sont avérés inefficaces dans des grandes études multicentriques. Et donc, on a décidé de ne pas les donner, même si on peut penser que peut-être ça va aider. Mais il reste des médicaments qui sont dans notre arsenal, souvent dans un niveau de recherche. Et on a certains médicaments comme ceux-là qui sont proposés à nos malades. Et s'ils acceptent, bien entendu, on essaye des nouvelles thérapies. Donc, c'est une médication, si je vous suis bien, qui est un peu adaptée au cas par cas. Il n'y a pas, on va dire, un protocole pour tous les hôpitaux en Israël. Chacun peut décider et chacun essaye d'être efficace en fonction des pathologies, c'est ça ? Il y a un forum de réanimateurs qui se concerte régulièrement et qui donne toutes les informations nécessaires, qui aussi fait participer les collègues aux expériences de certains centres. Et c'est comme ça qu'on avance. On n'a pas fait de protocole unique pour tous les centres de réanimation. On a réussi à faire des banques de données avec l'aide de l'armée pour pouvoir mieux analyser les résultats de chaque centre et pouvoir voir un petit peu quel est le résultat du niveau israélien, qui est bon par rapport au reste du monde. On est bon, mais d'un autre côté, les malades de cette vague-là, qu'on n'a pas encore analysé complètement, ont l'air plus graves et malheureusement, on déplore plus de décès. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse qui est une parenthèse importante dans la mesure où on oublie souvent les équipes de soins. Et les équipes de soins sont très, très, très impliquées et physiquement et affectivement
dans leur travail. Et c'est de plus en plus difficile. Il y a beaucoup d'équipes de soins qui ne sont pas parties en vacances pendant des mois. On peut pas parce qu'on a trop de travail. Et il y a beaucoup de centres. Je parle avec beaucoup de centres dans le pays qui déplorent une fatigue, un burn-out, surtout au niveau des infirmières qui sont vraiment très près du malade. C'est pas comme dans les services de médecine où on surveille les malades par télévision ou par vidéo. Les malades de réanimation, on ne peut pas les surveiller par vidéo uniquement. Il faut être près d'eux, il faut réagir immédiatement. On n'a pas le temps d'attendre 10 minutes, de temps de s'habiller, de rentrer dans le service. Donc, on est tout le temps avec eux et les infirmières sont tout le temps habillées et elles sont tout le temps dans cet isolement. Donc, vous auriez besoin d'un renfort en termes de profession, voilà, par exemple, pour les infirmières. On a vu que certains médecins à la retraite se sont mobilisés. Vous aimeriez peut-être que des infirmières, je pense toujours au l'autre à la chose, vous avez déjà posé la question pendant la première vague, mais c'est important pour le pays, c'est important pour vous, donc faciliter l'accès à la profession, ce serait génial pour vous, vraiment. Il est clair que c'est insensé de refuser un corps professionnel compétent sur des raisons qui n'ont absolument aucune raison d'être, quoi. Donc, il est clair que si on pouvait avoir un renfort, on le prend immédiatement, demain. On a reçu du service du ministère de la Santé des infirmières nouvelles, mais elles doivent être formées, elles viennent de passer leur diplôme. Donc, c'est plus intéressant pour vous d'avoir des infirmières qui viennent de France, par exemple, qui sont formées, expérimentées. Encore faudrait-il peut-être l'autorisation de la Khotarachi, comme on dit, de l'infirmière principale. C'est elle qui décide ce genre de choses. Il faut qu'elles aient un diplôme. Bah oui, mais c'est compliqué parce que ça passe par l'infirmière chef du ministère de la Santé. Je pense que la situation est claire et si on prend des gens qui sont partis à la retraite, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre des gens qui sont compétents, qui ne sont pas à la retraite et qui ne demandent qu'à venir travailler. Vous avez fait des demandes en ce sens auprès de cette infirmière en chef ? Écoute, personnellement, j'ai envoyé une lettre à cette infirmière en chef. Je n'ai pas été honoré d'une réponse. D'accord. Alors, juste pour reprendre un petit peu et pour essayer d'avancer, de voir un petit peu devant, même si c'est un petit peu compliqué, tout le monde parle de l'arrivée de l'hiver avec angoisse. Est-ce que le fait d'attraper la grippe va avoir des conséquences, on va dire, des complications par rapport au Covid ? Est-ce que, voilà, comment ça va se passer ? Parce qu'on est un peu tous en suspens. Oui, alors ça, c'est une grande inconnue. L'expérience qu'on a une de plus. On sait qu'en Australie, où ils ont passé l'hiver avant nous, le fait de porter des masques probablement a diminué de manière considérable la contagion de la grippe. Israël a commencé une vaccination en masse, d'abord des gens qui en ont le plus besoin, qui sont les équipes de santé et les personnes à risque, personnes âgées. Et je sais qu'il y a une demande énorme de vaccins. Il y a des gens qui attendent les vaccins de la grippe. Et donc, j'encourage tout le monde à se mettre sur la liste d'attente et à se faire vacciner le plus tôt possible. Le vaccin peut diminuer de beaucoup le risque de grippe. C'est ce qui nous manque, encore une grippe au-dessus du Covid. Donc, d'un autre côté, généralement, toutes les années précédentes, les services de médecine se remplissent de malades qui ont la grippe et il y en a aussi qui ont besoin de ventilation artificielle. Et à l'hôpital Bellinson, dans les services de médecine, puisqu'il n'y a pas de place suffisante, vous savez qu'il y a une crise qui était antérieure au Covid, où on n'avait pas assez de lits de réanimation. Donc, ces malades-là étaient souvent ventilés dans les services de médecine et on avait parfois 30, 35, 40 malades ventilés. Alors qu'aujourd'hui, j'ai moins de malades de Covid ventilés à l'heure actuelle. Mais je vous rappelle que nous avons vidé énormément de services de médecine de leur capacité, puisqu'il a fallu les transformer en services pour Covid. On a vidé les services de réanimation coupés en deux en général, ou même complètement transformés en services Covid. Et donc, où va-t-on mettre ces malades ? Donc, le problème n'est pas résolu.
La solution n'existe pas pour le moment au niveau du service au niveau du ministère de la Santé. On n'a pas de plan grippe. Et d'un autre côté, ce qu'on voit aujourd'hui dans les services de médecine de l'hôpital, de mon hôpital et des autres hôpitaux, c'est qu'il y a beaucoup moins de malades qui nécessitent une ventilation que d'habitude. Donc, il y a des sortes de balances qui se créent. Et probablement aussi, les structures accueillantes sont différentes. Et l'équation a trop d'inconnus pour que je puisse vous donner une solution. On ne sait pas quelle va être l'importance de la grippe. On ne sait pas combien de gens vont être vaccinés avant la survenue de la grippe. On ne sait pas combien de gens vont être malades gravement de la grippe, si vraiment il y aura une interférence entre deux virus. J'entendais un infectiologue que je respecte beaucoup qui disait « c'est très rare d'avoir deux épidémies en même temps. En général, on a une épidémie qui donne le ton, qui est au-dessus. » Voilà. Et donc, ça paraît, ce type-là a beaucoup de bon sens, et donc c'est possible que c'est ça ce qui va se passer. Mais encore une fois, comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai arrêté de donner des prophéties. Et visiblement, avec cette maladie, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, juste pour terminer, on a eu la chance d'avoir une chercheuse en biologie sur cette antenne qui nous a expliqué qu'il y avait peut-être une solution, en tout cas un espoir de solution pour les malades graves du Covid avec la redirection médicamenteuse, c'est-à-dire utiliser un médicament qui était efficace contre le cancer pour l'adapter, voilà, au Covid. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui a de l'avenir? Est-ce qu'il y a d'autres pistes de recherche qui vous intéressent à vous personnellement et sans faire de prédiction, mais disons peut-être nous donner un petit peu d'espoir en ces fêtes de Soukhot, parce que c'est vrai que... Il y a effectivement des pistes qui viennent de l'oncologie, il y a des traitements oncologiques, il y a aussi en ce moment des traitements qui sont préconisés, qui font de la radiothérapie aux malades qui commencent à être très atteints pour diminuer cette libération de médiateur qui est tellement néfaste aux malades. Beaucoup de gens sont résistants à ces thérapies puisque irradier un malade qui n'a pas de cancer, c'est un peu difficile du point de vue conceptuel, mais il y a des études qui se font. Les premiers résultats de ces études ne sont pas suffisamment encourageants pour m'inciter à débuter ça dans mon institution. Par contre, il y a d'autres traitements qui sont en cours et j'étais impliqué dans l'un d'entre eux qui est d'utiliser des cellules apoptotiques, qui sont des cellules qui permettent de tuer des autres cellules qui sont en voie de mourir de façon à diminuer l'inflammation et à améliorer la capacité des malades à surmonter l'infection. Et c'est un traitement qui vient de l'hôpital Hadassin et il se peut qu'on se joigne à leur étude. On a déjà écrit le protocole. Il était question de faire ça chez des malades infectés, mais pas avec du Covid. Et nous étions le principal investigateur de cette étude, sans Covid, mais on voudrait peut-être appliquer ça pour le Covid. Il y a d'autres médications qui sont pour le moment expérimentales. On les utilise ad hoc. Tous les malades ne sont pas pareils, c'est toujours pareil aussi. Ça, c'est compliqué. C'est bien que la maladie soit assez uniforme. Aujourd'hui, j'ai un malade greffé du poumon, un malade greffé du cœur, un malade greffé du rein qui sont dans mon service. Des malades compliqués, ces malades qui réagissent chacun différemment en fonction de leur pathologie. Chacun différemment. Et c'est ça la complication, même si même si la maladie a une forme assez unifiée. Même on a entendu des médecins internistes qui disaient c'est bien qu'on fasse des rotations entre les médecines et entre les services de médecine pour soigner cette maladie parce qu'elle est terriblement ennuyeuse. En réanimation, on ne s'ennuie jamais. Malheureusement. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour cette interview, pour toutes ces nouvelles pistes dont vous nous avez parlé et vous avez bien réussi à nous rendre compte de la dure réalité de votre service. On vous souhaite bon courage. On espère que vous allez peut-être avoir du renfort, pourquoi pas des infirmières de France. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, bon courage vraiment et merci pour tous les malades dont vous vous occupez. Merci beaucoup.
Bon courage, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.